Au lendemain de la mort d'Adolf Hitler, le Troisième Reich s'effondre. En quelques semaines, les troupes alliées prennent possession d'une Allemagne en ruine. Munich et ses environs sont administrés par les troupes américaines. Le 3 mai 1945, la 3e armée US prend possession de la ville de Steinering, aux abords de la capitale de la Bavière. Ils y découvrent une immense maison où résident près de 200 enfants. Des nouveau-nés pour la plupart, avec leur mère, des infirmières et des jeunes femmes enceintes. Tous livrés à eux-mêmes, tous traumatisés. Je me souvenais d'un... Comme si c'était un orage, il y avait du bruit, des éclairs, et je me vois devant une foule de femmes qui étaient rassemblées, des hommes en noir sur le côté, contre un mur, et nous, on était là comme enfants, c'est tout. Et quand j'ai fait mes premières recherches, je suis allé justement à Steinering, et c'était à cet endroit-là que je me souvenais. C'est les seuls souvenirs que je peux avoir, quoi. Mais qu'est-ce qu'on nous a fait? Je sais pas. Les enfants que viennent de découvrir les Alliés sont un des trésors les mieux cachés des nazis. Des enfants spécifiquement conçus par le Reich, pour le Reich. Ils sont le fruit d'une folie initiée 10 ans plus tôt, le programme L, pour Lebensborn. Ces nourrissons devaient être les successeurs désignés des Himmler, Goebbels et des autres dignitaires SS. Aujourd'hui, âgés de 70 ans, ils sont malgré eux les derniers descendants du régime national-socialiste. Nés dans ces pouponnières nazies avec comme idéologie l'enfant parfait pour dominer le monde, je ne pouvais pas, quoi. J'ai eu beaucoup de mal. Bon, j'ai intégré, mais vraiment difficilement. C'était l'autre versant de l'Holocauste. Car pour le dire simplement, si vous vous débarrassez des sous-races, il vous faut fabriquer de l'autre côté ces personnes censées être meilleures, simplement parce qu'elles sont grandes, blondes aux yeux bleus. L'histoire de leur naissance, ils l'ont découverte pour la plupart ces dernières années seulement. Ma mère s'est toujours tue. Elle n'a jamais rien dit sur ma naissance. Elle m'a raconté mon histoire pour la première fois il y a quelques semaines. Il s'est donc passé plus de 70 ans avant que ma mère choisisse de tout me raconter. Entre 1935 et la fin de la guerre, plus de 20 000 bébés sont nés dans ces maternités. Ces enfants, devenus adultes, dévoilent leur histoire, de leur naissance à leur quête vertigineuse pour retrouver la trace de leurs parents. Da muss der deutsche Junge der Zukunft blank und rank sein, flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. En 1933, à peine élu, Adolf Hitler instaure de nouvelles lois racistes en Allemagne. Les personnes souffrant de maladies considérées comme héréditaires sont stérilisées de force. Les lois de protection du sang allemand interdisent les mariages entre juifs et citoyens allemands. Il charge son numéro 2, le chef absolu de la SS, Heinrich Himmler, de mettre la dernière touche à un programme eugéniste sans précédent. Le concept en est aussi simple que machiavélique. Il s'agit de sélectionner secrètement des parents afin de fabriquer de toutes pièces une génération de purs ariens. Tous
les membres du Parti national-socialiste reçoivent l'ordre de faire au moins 4 enfants avec leur épouse, faute de quoi leur évolution dans la hiérarchie serait entravée. Ils reçoivent un deuxième ordre, plus confidentiel, faire autant d'enfants que possible hors mariage. Helga Karaó est née d'une de ces relations extra-conjugales. C'était le 23 mars 1941. Gezeugt wurde ich 9 Monate vorher. J'ai été conçue 9 mois avant, à l'occasion de la fête de la victoire de l'Allemagne sur la France. Deutschlands über Frankreich und les fonctionnaires des ministères avaient été gratifiés d'un congé spécial pour l'occasion. Et ma mère s'est rendue sur l'île d'Usedom, lieu de rencontre de l'élite nazie. Et c'est là qu'elle rencontra mon père pour la première fois. Lui avait fait le déplacement depuis Berlin ce jour-là. J'étais donc très clairement une enfant illégitime, née hors mariage. Et à l'époque, la meilleure façon d'accoucher pour une femme comme ma mère, c'était d'aller accoucher au Lebensborn. La mère d'Helga Karaó a accouché à Steinering, la maison mère du Lebensborn. Une maternité qui permet à ces femmes célibataires d'accoucher sans subir le jugement de leurs proches. Seules quelques femmes y séjournent au cours des premières années, car le régime garde son projet secret. Ni propagande, ni annonce publique. Au contraire même, il n'existe que de rares images amateurs de ces pouponnières. À partir de 1938, ces maternités s'exportent. Des pouponnières similaires ouvrent dans l'Autriche annexée. Les femmes y ont l'apparence physique idéale selon les principes du ministère de la race. C'est là que Brigitta Rambeck a vu le jour, dans le Lebensborn de Pernitz. Les Ariens étaient les bienvenus, mais il fallait fournir la preuve de son arianité, clairement. Pour mes parents, c'était évident. Et surtout pour mon père, puisqu'il était avocat du Parti national-socialiste. Donc pour eux, il n'y a eu aucun problème pour trouver une place. Leur choix était très classique. Et c'est pour ça qu'on a créé les foyers du Lebensborn. À savoir, offrir la possibilité pour des femmes ariennes de bonne origine et des hommes également de bonne origine de pouvoir accoucher secrètement. De ces nouveau-nés, Heinrich Himmler déclare en 1938 « Ils sont un combattant de plus pour l'Allemagne et un de moins pour l'autre côté. J'ai l'intention de chercher ce sang germain dans le monde entier, de le soustraire et de le voler où je peux. La race, voilà la pierre angulaire de tout le système. » C'est au nom de cette race que le Troisième Reich plonge toute l'Europe dans la guerre en 1939. La Pologne, la Belgique, la Hollande, aucun pays ne résiste aux troupes allemandes. Une nation retient plus particulièrement l'attention d'Heinrich Himmler. Le 10 juin 1940, la Norvège capitule. Le Reichsführer ordonne l'ouverture d'une dizaine de maternités. Oslo et ses environs deviennent le premier lieu de permission pour les soldats allemands, non sans arrière-pensée. Il faut sympathiser avec les femmes norvégiennes et y faire autant d'enfants que possible. Pour réaliser le désir d'Himmler, celui de cette race pure, ou d'une race aryenne pure, la Norvège était le pays rêvé. Les Norvégiens étaient connus pour être les descendants des Vikings et pour avoir des femmes blondes aux traits typiquement aryens. C'est pour ça que la Norvège était le pays rêvé pour le programme du Lebensborn. La mère de Thorleif Blatt a accouché dans un Lebensborn de la banlieue d'Oslo. Selon son fils, elle n'avait pas d'autre solution à l'époque.
C'était assez compliqué pour elle. Ce n'était pas simple, parce que très vite, elles ont été considérées, pardonnez-moi l'expression, comme des pour Allemands ou des pour Allemands, comme beaucoup les appelaient. Et elles étaient exclues de la société, parce qu'elles avaient eu le tort de coucher avec l'ennemi. Entre 1942 et 1945, 10 000 enfants voient ainsi le jour en Norvège. C'est le plus gros contingent d'enfants du Lebensborn. La majorité part vers l'Allemagne. Dans la foulée, des maternités ouvrent en Hollande, en Suède, au Danemark. Mais Heinrich Himmler en veut toujours plus. Les naissances ne sont pas assez nombreuses à ses yeux. Il faut faire des enfants dans plus de pays. La France et la Belgique, dont les populations étaient considérées comme impures jusque-là, vont elles aussi avoir leur maternité raciale. Début 1943, le drapeau noir de la SS flotte dans la cour du château de Végimont. Certaines femmes belges sont considérées comme aptes à procréer pour le Reich et c'est ici, près de Liège, qu'elles vont le faire. Gisèle Nyongo a vu le jour à Végimont. C'est tout ce qu'elle sait de sa naissance. Depuis 70 ans, elle tente de comprendre pourquoi sa mère a accouché dans un Lebensborn. Suivant mon état civil français, je suis née à Bar-le-Duc le 11 octobre 1943. En fait, le 11 octobre 1943, je suis née à Végimont. Comme ma mère est très pauvre, elle n'avait rien. Peut-être qu'on lui a demandé de me déposer dans un Lebensborn parce que ça faisait un enfant de plus. Et en fait, peut-être, hein, elle était rassurée pour ma vie, quoi. Enfin, rassurée de la suite à donner pour moi, quoi. C'est ce que je me dis, mais je ne sais pas. Mais c'est fort possible, hein, parce que j'étais quand même tellement pauvre. Quand elle était enceinte, dans les papiers des archives de Bruxelles, elle a eu droit à un repas par jour, enceinte de 6 mois. Hein, donc peut-être que pour elle, c'était une solution, je ne sais pas. Gisèle ne sait rien d'autre de cette mère qu'elle n'a jamais connue. Elle ne saura jamais si en accouchant dans un Lebensborn, elle voulait offrir un enfant au Reich, ou si elle a été contrainte de l'abandonner, faute de moyens de subsistance. Car en 1943, toute l'Europe subit un rationnement drastique. Au Lebensborn, en revanche, on ne manque de rien. Heinrich Himmler y veille personnellement. Un havre de paix où le sein nourricier est affublé de la croix gammée. La mère de Gisela Heidenreich était l'une des responsables de ce programme. Il lui a fallu des années pour qu'elle raconte quelques bribes à sa fille. Elle disait que c'était le meilleur moment de leur vie. Elles avaient de la très bonne nourriture, elles riaient, elles dansaient, elles chantaient, elles faisaient du tricot, elles pouvaient faire de la broderie. En clair, elles avaient vraiment du bon temps. Et imaginez, en pleine guerre, beaucoup venaient de villes complètement détruites. Tout le monde était pauvre. Là, au moins, elles pouvaient rester 3, 4, 5, jusqu'à 6 mois. C'était comme un petit paradis. C'était la guerre et ils avaient le meilleur personnel qualifié. Ils avaient les meilleures sages-femmes et les meilleurs médecins. Ma mère m'a toujours dit que c'était à cette époque les meilleurs foyers pour accoucher. Elle m'en a toujours parlé de façon positive. Le paradis, décrit par la mère de Brigitta Rombeck, a néanmoins un prix. Les enfants qui présentent un handicap à la naissance sont inutiles, voire dangereux aux yeux des dirigeants nazis. Ils pourraient souiller la race aryenne. Ils étaient envoyés vers les hôpitaux et c'était de l'eau, tout simplement. Les enfants devaient être parfaits.
Ceux qui n'étaient pas valables, comme il disait, ils allaient vers le traitement spécial. En fait, le traitement spécial, c'était la mort. Et on ne sait pas combien furent tués. C'était totalement secret. Le Lebensborn, véritable matrice du monde rêvé par le Troisième Reich, ne s'embarrasse pas de ses nouveau-nés. Les mères étaient informées de la mort prématurée de leur bébé, sans aucune précision. Pour les autres enfants, c'est un autre destin qui s'écrit. Un mois après leur naissance, ils sont baptisés selon les rites nazis. Ici, il n'est pas question de religion, mais de doctrine. L'administration du Troisième Reich organise une cérémonie au cours de laquelle les enfants sont admis dans le régime national-socialiste. Je suis née là-bas en mars. Et un mois plus tard, c'était le 20 avril, à la date d'anniversaire d'Adolf Hitler, ce jour de fête nationale, j'ai été admise dans la communauté des SS. Les bébés étaient présentés à des soldats SS en uniforme qui, avec une dague SS, pas avec une croix catholique, déclaraient aux enfants « À partir d'aujourd'hui, nous vous acceptons en tant que membres de notre société nationale socialiste. » Et cela voulait dire que, par ce rituel, ils plaçaient ces tout petits enfants au centre de leur sinistre société. À cette occasion, généralement, on nous attribuait même une sorte de parrain. Je n'en sais pas grand-chose, mais d'autres ont eu comme parrain, par exemple, Göring ou Goebbels. C'était un ersatz de baptême chrétien. Je ne savais strictement rien. Pour moi, c'était en quelque sorte normal, ces drapeaux SS. Je ne voyais que des hommes en uniforme. Et tout ce que je voyais, c'était pour moi la normalité. À Pullach, il y avait une grande caserne SS. Et ces hommes, dans leurs uniformes noirs, étaient tous très bienveillants à mon égard. C'était en quelque sorte mes gentils oncles. À l'heure de quitter les maternités du Lebensborn, les mères doivent faire un choix définitif, irrévocable. Les autorités proposent aux parents d'abandonner les nouveau-nés. L'administration promet en contrepartie d'effacer toute trace des parents biologiques et de trouver une nouvelle famille au bébé. Une famille SS, bien sûr, pour renforcer la nouvelle race germanique. À l'âge de 5 mois, j'ai été confiée à une famille d'accueil, la famille Schneider. J'ai grandi pendant 4 ans à Pullach, dans ce complexe conçu par Martin Bormann, qui servait de quartier général au Führer. Tout ça, je l'ai appris beaucoup plus tard. Mais j'ai vécu mes 4 premières années dans cette famille d'accueil. Ma mère m'a emmenée à Battels, chez sa sœur, et elle m'a présentée comme une enfant adoptée en Norvège, et pas comme sa propre fille. Car sa sœur avait déjà 2 garçons et avait toujours rêvé d'avoir une fille. Et j'étais comme une sorte de cadeau de Norvège, une pauvre petite fille orpheline. Abandonner de la sorte son enfant ne pose guère de problème aux nazis convaincus, comme les mères d'Helga Karau ou de Gisela Heidenreich. Qu'en est-il dans les pays occupés?
Bien souvent, les mères ne connaissent pas le véritable dessein du Lebensborn. Depuis que la France est occupée, près de 50 000 enfants naissent chaque année d'union avec des soldats allemands. En avril 1942, il est question d'extraire ces éléments potentiellement germanisables. Le chef de la santé du Troisième Reich écrit à Heinrich Himmler « À mon avis, certains de ces enfants ne sont pas mauvais. Je propose que le Lebensborn s'en occupe énergiquement. » Quelques mois plus tard, les autorités SS ouvrent un Lebensborn dans le nord de Paris. En pleine forêt, le Westwald, le foyer de l'Ouest, ouvre dans ce château réquisitionné par les troupes allemandes. Il accueille les femmes qui correspondent aux règles raciales nazies. Erwin Grinsky y a vu le jour. Il ne l'a découvert qu'en 2009, à la mort de sa mère. Ma mère, elle était traductrice de l'armée allemande. C'est là qu'elle rencontre mon géniteur. Elle ne savait pas du tout qu'elle mettait les pieds dans un Lebensborn. Pour elle, elle allait accoucher dans une clinique de maternité française. Et quand elle me dit, quand ton père m'a proposé de t'abandonner, moi je lui ai dit non. Elle a fait, disons, pour ainsi dire, le canard. Elle a dit, bon, ben, comme il a reçu son ordre de mission de partir en juillet 1944, donc j'avais 2 mois, et ils sont partis tous les deux en Allemagne. Erwin Grinsky suit sa mère à Dortmund, en Allemagne. Elle découvre que le père de l'enfant y est déjà marié. Elle se retrouve seule, mais c'est à ce prix qu'Erwin échappe à la germanisation. Moi, personnellement, je me trouve plus un enfant, disons, de l'amour qu'un enfant de Lebensborn. Nous sommes en 1944. La guerre est à un tournant. Les troupes alliées viennent de débarquer en Normandie. En France, en Belgique, en Norvège, les Lebensborn sont rattrapés par les combats. Les troupes SS reçoivent l'ordre de rapatrier les nouveau-nés vers Munich. La mère de Gisela était l'une des officielles chargées de ce rapatriement. Le 10 août 1944, elle participe à la fermeture du Lebensborn français de La Morlaix. Elle a été envoyée par son bureau de Munich pour fermer cette maison. Elle, accompagnée d'une nurse. Elles ont pris entre 8 et 10 enfants. Elles les ont ramenés vers Wiesbaden et certains d'entre eux sont ensuite allés jusqu'à Steinering, où elles travaillaient toujours à l'époque. Au même moment, la panique gagne le Lebensborn belge de Végimont. Les enfants sont évacués sans ménagement. Le temps presse, l'armée américaine approche. Walter Bosser n'a pas encore 1 an à l'époque. Il vit dans cette maternité avec sa mère. Du jour où il quitte le Lebensborn, commence pour lui une longue errance. Avec ma maman, on a été emmenés en septembre 1944, quand les Allemands ont commencé à quitter la Belgique par l'avancée des troupes alliées par le fait. Donc là, on est parti en camion. Et ce qu'il y a de bizarre, c'est que quand on est parti, elle n'est pas partie dans le même convoi que moi, elle. Ils ont déjà embarqué les enfants. Après, ils ont embarqué le personnel. Et quand je suis parti, elle a couru derrière le camion, elle dit non, non, c'est mon enfant. Les autorités, ils s'en foutaient. Hein. Ils ont embarqué tout le monde, point final. Ben là, j'ai fait plusieurs étapes. Hein. J'étais à Aix-la-Chapelle, Korensalis. De Korensalis, Scharhausen, un nom comme ça. Après, je suis revenu à Steinering, et de Steinering, on nous a retransportés dans un couvent à côté d'Arroux, enfin d'Achou. Il faut 8 mois aux troupes allemandes pour rapatrier Walter et les autres pensionnaires des Lebensborn vers la capitale de la Bavière. Le régime nazi est perdu, mais les dignitaires SS veulent conserver ces enfants coûte que coûte.
300 d'entre eux se retrouvent entassés au siège bavarois de l'organisation. Le 3 mai 1945, les GIs prennent possession de Steinering. Ils y découvrent ces enfants, conditionnés pour les haïr. Da kamen dann die Amerikaner. Les Américains sont arrivés et c'est là que j'ai réalisé que je les considérais comme des ennemis. Or, ces soldats étaient très gentils avec les enfants du foyer. Ils nous avaient apporté des cadeaux. Mais j'avais le sentiment que c'était obscène. Que brusquement je devais aimer ces soldats américains. En tant qu'enfant, éduqué les 4 premières années de sa vie dans l'idéologie nazie, c'était compliqué. Là, brusquement, en 1945, tout était différent. Et en ce qui me concerne, ça m'a profondément troublée. La chute de ce dernier foyer du Lebensborn sonne le glas du programme eugéniste lancé 10 ans plus tôt. Une question se pose dans ce pays en ruine. Que faire de ces enfants? Confiés au service de la Croix-Rouge et des Nations Unies, ils sont placés dans un couvent aux côtés des orphelins des camps de concentration. Parmi ces enfants, 15 sont français. On y retrouve Walter et la petite Gisèle. C'est des religieuses, c'est un ancien couvent de religieuses, qui ont installé l'accueil pour tous les enfants qui venaient des camps environnants, parce qu'il y avait Dachau, il y avait beaucoup de camps de concentration, et les jeunes juifs arrivaient même seuls à pied sur ce lieu. Donc nous, il y avait les petits bambins, je ne sais pas, une centaine, je ne sais pas exactement. On était dans une aile de bâtiment et il y avait les grands qui, eux, se restructuraient aussi. Ironie de l'histoire, les adolescents libérés des camps de concentration s'occupent de Gisèle et des autres. L'histoire des pensionnaires du Lebensborn aurait pu s'arrêter au couvent d'Indersdorf. Elle ne faisait en réalité que commencer. Car les nazis ont détruit la plupart des registres de naissance. Les dossiers concernant les Français sont désormais très parcellaires. Tous les pays alliés qui adoptaient des enfants ont sélectionné les enfants pour aller dans tel pays, quoi. Et c'était sur la langue. On parlait français, on parlait allemand, on parlait toutes les langues, même ceux des pays occupés, le polonais et tout ça. Et puis ceux qui réagissaient, il doit venir de par là, quoi. C'est tout. Hein. C'était comme ça, et c'est comme ça que je suis atterri en France, d'ailleurs. En 1946, la direction du peuplement et de la famille française réclame ses enfants au service des Nations Unies. La France a besoin de ses enfants pour se reconstruire. Rapatriés vers l'est du pays, ils arrivent pour la plupart malades. Walter Bosser, blessé à l'œil, est hospitalisé pendant plusieurs mois. Quand on est arrivé, on est arrivé à l'hôpital de Commercy, dans le centre du département de la Meuse, et on nous a repris en main là, et après on a été versé, on appelait ça l'assistance publique à l'époque. C'était un orphelinat, hein. L'assistance publique, c'était les enfants abandonnés, tout ça, quoi. Et puis on nous a placés chez on appelait ça à l'époque des mères nourrices, on n'appelait pas ça des familles d'accueil. Comme pour tous les pupilles de la nation, l'assistance publique efface les traces de leur passé. En agissant de la sorte, la France pense en avoir terminé avec l'histoire du Lebensborn, avec les enfants de la honte. Du côté allemand, les choses sont différentes. Ici, les parents sont identifiables. Ils doivent pour la plupart récupérer ces enfants qu'ils avaient offerts au Führer. C'est à cette époque que Gisela Heidenreich découvre que la famille dans laquelle elle vit n'est pas sa vraie famille. Elle le comprend le jour où celui qu'elle croit être son père sort de prison. One day they said, Papa is coming home.
Un jour, mes frères disent « Papa rentre à la maison ». Oh, j'étais contente moi aussi. Les garçons couraient vers lui et j'ai fait pareil et j'ai aussi dit « Papa, papa ». Et là, je m'en rappellerai toujours. Cet homme qui me repousse et qui dit à sa femme « Qu'est-ce que cet enfant fait chez nous ? Pourquoi as-tu ramené ce bâtard SS à la maison ?» J'étais choquée et j'ai demandé « Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas mon père ?» Et on m'a répondu « Tu ne peux pas comprendre, ce n'est pas grave. » Ça a été le début d'une confusion profonde, vous pouvez imaginer. J'avais perdu mon identité, je crois que c'était le début d'une profonde crise d'identité pour cette petite fille qui ne savait plus qui elle était. Gisela découvre alors sa vraie mère, celle avec qui elle va devoir apprendre à vivre dans un pays en ruine. À la même époque, en Norvège, les enfants découvrent eux aussi violemment qu'ils ne sont pas comme les autres. Dans un pays traumatisé par 5 années d'occupation, les bébés du Lebensborn symbolisent la collaboration de milliers de Norvégiens. Thorleif, qui avait suivi sa mère en Allemagne durant la guerre, revient à la libération. Quand nous sommes revenus à Oslo, je ne savais parler qu'allemand. Mais dans les transports depuis le centre d'Oslo jusque chez ma mère, je ne devais rien dire du tout. Personne ne devait deviner que j'étais allemand. Alors les premiers mois, on m'a interdit de parler. En 1954, Thorleif Blatt a 12 ans. L'histoire de sa naissance le rattrape une nouvelle fois. Ma mère voulait se marier avec un Norvégien qu'elle avait rencontré. Mais j'étais devenu un problème. J'étais devenu un obstacle qui lui compliquait les choses. L'homme avec lequel elle voulait se marier, il ne voulait absolument pas que je fasse partie du mariage. Et sa propre mère, qui haïssait profondément les Allemands, lui avait dit « Si tu veux épouser cette femme, il ne faut pas que son petit Bosch fasse partie du mariage. » Donc, j'étais vraiment un obstacle pour ma mère à ce moment. Elle a alors décidé de me faire entrer dans un orphelinat. Et dans ce contexte, elle a dû expliquer à l'orphelinat, en ma présence, pourquoi elle voulait m'y abandonner. Je n'ai pas eu de problème dans cet orphelinat, parce que la plupart des enfants avaient la même histoire que la mienne. On était nombreux à avoir un père allemand et une mère norvégienne. Je ne sais pas si c'était général, mais la haine des Allemands était encore très répandue longtemps après la guerre. Pour vous donner un exemple, en 1972, quand j'ai épousé la femme que j'aimais, son père a refusé de venir à l'église parce qu'elle se mariait à un Allemand. Paradoxalement, le sort de Thorleif est presque enviable au regard d'autres destinées. Certains en Norvège ont vécu un véritable enfer à la fin de la guerre, uniquement parce qu'ils étaient nés dans un Lebensborn. Le père de Paul Hansen était soldat dans l'armée allemande. Sa mère norvégienne l'a suivi en laissant son fils dans une pouponnière nazie. Ma mère est restée là-bas pendant 1 an, et puis elle m'a abandonné au Lebensborn. Elle est partie, mais je ne sais pas où elle est allée à ce moment-là. Elle a rencontré un Allemand, et j'ai appris plus tard qu'ils étaient allés tous les deux en Allemagne. À partir de 1945, les autorités d'Oslo prennent en charge Paul Hansen et des milliers d'autres enfants. Certains d'entre eux sont aussitôt placés dans des hôpitaux psychiatriques.
Paul Hansen avait alors 5 ans. Quand je suis arrivé à l'hôpital psychiatrique d'Emmaüort, je me suis retrouvé avec des gens vraiment malades. Ils criaient énormément la nuit. Je me suis demandé comment j'allais faire. Ils nous ont déclarés attardés. Un médecin est venu de l'hôpital national et nous a déclarés attardés. Ils nous ont tous pris, sans distinction. On a été déclarés mentalement déficients simplement parce qu'on était nés dans un Lebensborn. Le reste, je ne m'en souviens plus. Mais quand on allait en promenade dans le centre-ville, on se moquait de nous. Ils disaient « Tiens, voilà les idiots de l'Institut ». Ils nous appelaient les fous de Emmaüort. 50 ans après la guerre, les enfants des Lebensborn norvégiens ont poursuivi leur pays pour discrimination. L'État leur a accordé un dédommagement financier, mais n'a jamais voulu reconnaître sa responsabilité. Je ne connais pas l'histoire de chacun d'entre nous, mais durant les quelques années pendant lesquelles j'ai été président de l'Association des enfants de guerre du Lebensborn, j'ai pu discuter avec certains d'entre nous qui m'ont raconté des histoires terribles. Tant dans les orphelinats que dans les familles d'accueil, ils ont subi des sévices qu'on peut à peine imaginer. Les autorités norvégiennes considéraient les petits Boches comme inférieurs et aussi comme une éventuelle future 5e colonne. En France, personne n'a jamais craint l'avènement d'une 5e colonne, d'autant que les enfants ne savent pas d'où ils viennent. Gisèle Nyongo, elle, a été adoptée par une famille nancéenne à son arrivée d'Allemagne. Choyée par une mère aimante, elle grandit sans jamais se douter d'où elle vient. Mais en 1954, 10 ans après la guerre, elle découvre par hasard le nom qu'elle portait à la naissance. Je me suis sentie différente vers l'âge de 8-10 ans, où les enfants m'ont lancé à la figure « Mais toi, t'es une enfant adoptée ». Là, j'ai eu une douche difficile, quoi. Bon, mes parents, j'ai demandé à mes parents, est-ce que j'ai été adoptée? Oui, tu as été adoptée, voilà ton dossier. Je me rappelle, mon nom était noté, Magula. Mais je ne me suis plus du tout occupée. Après, le dossier était rangé dans un placard. J'allais voir comme de temps en temps pour me rappeler de mon nom, pour savoir un peu quelque chose. Mais bon, rien. Et après, j'ai tout enfui. Heureuse dans sa famille, Gisèle Nyongo va taire pendant toute sa vie cette adoption qu'elle vit comme une tare. D'autres enfants n'ont pas pu enfouir le passé. Il était trop présent. Installé dans la région d'Avignon depuis son retour d'Allemagne, Erwin Grinsky a vécu toute sa vie avec sa mère dans cet appartement. Une mère qu'il a appelée Hervé pendant 60 ans, de peur que sa naissance au Lebensborn soit démasquée. Une naissance qu'elle a toujours vécue comme une honte. J'avais 16 ans à l'époque. Là, je me rappelle parce qu'il fallait que je fasse ma carte d'identité. Et ma mère avait un petit coffre en fer, là, qu'elle mettait tous ses papiers. Et elle sort un document, c'était marqué Erwin Constantin Schmidt. Alors là, j'ai commencé à me poser vraiment des questions. Je dis, alors, comment je m'appelle? Je m'appelle Grinsky ou je m'appelle Schmidt? Ma mère, elle me dit comme ça, elle me dit, écoute, personne ne doit le savoir, c'est un secret et personne ne doit le savoir. Et elle l'a déchiré et elle l'a mis au feu, carrément, ce document. Et c'est la seule fois que j'ai vu le nom de Schmidt sur un extrait de baptême. Schmidt, c'est le nom de son père, ce soldat allemand qui avait permis à sa mère d'accoucher au Lebensborn en 1944. Et petit à petit, de temps en temps, elle me lâchait une bribe. Ouais, ton père il était ici, ton père il était là. Mais en fait, ça sent. Et puis quand j'essayais d'approfondir un petit peu, je ne trouvais pas mieux que hop,
changer de sujet, partir sur autre chose. Mais elle m'a toujours appelé Hervé, elle ne m'a jamais appelé Erwin. Chacun des enfants du Lebensborn a eu sa propre destinée après-guerre. Tous ont un point commun. Ils ont vécu pendant des décennies dans le déni, dans le secret. Walter Bosser fait figure d'exception. Il s'est battu pendant 30 ans pour avoir accès à son dossier de l'assistance publique. Sa quête a débuté le jour où il a rencontré sa future épouse. Il voulait absolument savoir qui il était. C'est ainsi qu'il a retrouvé la trace de sa mère, toujours en vie à l'époque. Installée en Belgique, elle y avait refait sa vie après la guerre. Vous aviez quel âge à l'époque? Quand j'ai retrouvé ma maman, j'ai vu pour la première fois. J'avais 54 ans. Hein. Et ça vous a fait quoi à ce moment-là? Comment je dirais ça? Je vais peut-être être méchant. Au départ, moi quand j'ai fait mes recherches, je ne comprenais pas qu'une maman ou un papa ne puisse pas retrouver son enfant. Et je l'ai condamné. Hein? J'ai dit un jour, si je les retrouve, je leur dirai pourquoi vous ne l'avez pas cherché. Mais ça ne se termine jamais comme ça. Ça a été une joie, une déception. Déception parce que j'ai retrouvé une vieille femme. Je ne voyais plus son visage, de toute façon, je ne l'ai jamais vu. Je ne me rappelais pas de son visage. Après des années d'errance, Walter apprend qu'il vient du Lebensborn belge de Végimont. Une question le taraude. Était-il un enfant désiré ou créé pour le Reich? À force de discuter, elle m'a expliqué, quoi. Elle était jeune à l'époque, elle avait 18 ans. Hein. Elle travaillait là comme être cuisinière, hein. Elle n'était même pas venue être cuisinière. Elle préparait les biberons, enfin tous ces trucs-là. Et elle me dit, je t'avais, et puis il fallait bien que quelqu'un te garde. Hein. Donc il fallait qu'elle m'emmène, elle me mettait avec les gosses qui étaient là. Ils étaient tolérés à mettre les enfants en garde avec le service qui était là, quoi. D'après la mère de Walter, ce serait donc par erreur qu'il aurait été emmené avec les enfants du Lebensborn. Une explication qui ne répond pas à toutes les questions qu'il se pose. Et j'ai mon papa là-dedans. Qu'est-ce qu'il est devenu? Alors c'est là qu'elle m'avait tendu une photo. Mais j'ai pas été trop doué pour la faire, hein, mais bon, c'est comme ça. Et j'étais dans les bras de mon papa. Mais il était accroupi et puis il mettait les jambes par terre pour essayer de me faire tenir. Hein. De son père et lui, il n'a que cette photo effacée par le temps, celle d'un soldat allemand avec un enfant. Il n'en saura pas plus. Son père est décédé avant qu'il puisse le retrouver. Il est mort en 86, lui, alors. Si les autorités françaises m'avaient donné les tuyaux, et si on m'avait aidé à 21 ans comme j'ai fait, j'aurais connu mon papa. Hein. Mais à cause de l'administration bête et méchante des hommes, là, j'ai passé à côté, quoi. Les réponses qu'ils cherchent depuis leur enfance, les enfants des maternités nazies auront dû attendre 2008 pour les obtenir. C'est à cette date que les archives de la Croix-Rouge sont devenues accessibles. 60 ans après la guerre, le temps d'une vie. Erwin a enfin eu les réponses que sa mère a toujours refusé de lui donner. Il était bien né dans le Lebensborn français de la Morlaix. La seule chose que je peux dire, c'est que ça m'a mis une sacrée machine en route, tout ça. Pour repasser 65 ans de ma vie, comme ça, et le fait que je suis peut-être comme ça, que je suis un peu renfermé, mais tout ça, ça m'a travaillé quand même. Comment j'avais pu vivre tant de temps dans cette ignorance? Gisèle Nyongo a vécu dans cette ignorance pendant plus de 60 ans elle aussi. À la mort de sa mère adoptive,
C'est son mari qui l'a poussée à chercher ses origines. Elle, qui n'avait qu'un nom de famille comme indice, découvre son lieu de naissance. Elle le révèle à ses enfants. C'était très difficile d'en parler. C'est très, très difficile, même encore maintenant. Pourquoi, je ne sais pas, on n'est pas responsable. On est vraiment, vraiment des victimes. Mais on a tellement montré ces enfants-là du doigt, hein, dans les livres d'histoire, où on en parle très peu, hein, 2 lignes, mais c'est les enfants de la honte. Et que jamais, jamais vous n'avez pensé que vous pouviez faire partie de ce projet. C'est vraiment très difficile. Elle découvre dans la foulée qu'elle a un frère installé en Belgique. C'est grâce à lui qu'elle retrace l'histoire de ses parents biologiques. J'ai des contacts avec mon petit frère, qui sont vraiment très très gentils de m'avoir accueilli comme ça, vraiment extraordinaire, qui m'a parlé de notre maman entre guillemets biologique. Hein. Moi je dis biologique, c'est bon, c'est vrai, c'est comme ça. Et il y a une photo il y a une photo dans l'album de photos de sa maman, que c'était un militaire allemand. Mais c'est tout, quoi. On n'a pas de nom, on n'a rien. 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 Ça vous travaille encore aujourd'hui? Non. Non, mais ce qui me... Bon, maintenant, je commence à digérer, entre guillemets, à accepter ma naissance, parce que... Et que j'arrive à me dire, mais en fait, t'es victime de l'histoire. Un demi-siècle après la guerre, les enfants devenus adultes se retrouvent avec plus d'interrogations que de réponses. Non sans douleur, sans rancœur parfois. Et qui était vraiment leur père? Ceux sans qui leur histoire aurait été différente. Étaient-ils simples soldats ou faisaient-ils partie des tueurs de la SS? Ma mère m'avait expliqué que mon père était porté disparu. Après la guerre, cela signifiait pratiquement qu'il était mort et je n'ai plus posé de questions. Je dois avouer que mon père ne m'intéressait pas du tout. Mais 6 mois après la mort de ma mère, mon père s'est manifesté auprès de moi. On aurait dit un mauvais film, mais c'était la réalité. Mon père venait d'avoir 80 ans. Il cherchait visiblement quelqu'un pour s'occuper de lui. Et il s'est rappelé qu'il avait une fille. Helga Karau découvre un père SS de haut rang qui connaissait parfaitement le but du Lebensborn et qui savait ce qui devait advenir de sa fille à la sortie des pouponnières. J'aime mes parents et j'ai toujours refusé de les mettre sur le banc des accusés. C'est le poids avec lequel je vis, oui. Encore aujourd'hui, c'est difficile. Mais c'est l'héritage du national-socialisme que les enfants comme moi doivent porter pour toujours. Un fardeau d'autant plus lourd que les pensionnaires du Lebensborn sont aussi des orphelins de l'histoire. Ils n'ont jamais été reconnus en tant que victimes de guerre. Du 10 octobre 1947 au 10 mars 1948, le tribunal de Nuremberg juge les 4 organisations SS chargées du programme de purification de la race. Sur le banc des accusés, les dirigeants du Lebensborn. Le colonel Max Sollmann, directeur du programme. À ses côtés, Inge Wirmetz, son assistante. Gregor Ebner, le responsable médical de l'organisation. Tous sont relaxés des accusations de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Seule leur appartenance à la SS leur est reprochée.
La mère de Gisela Heidenreich a passé 11 mois incarcérée à Nuremberg. Elle était l'une des témoins clés de ce procès. Personne à l'époque n'a réussi à prouver leurs crimes. Et pourtant, c'était une organisation criminelle. Ils ont commis des crimes. Mais ma mère, je l'ai toujours entendu dire, je n'ai fait que des bonnes choses. On n'a fait qu'aider des enfants orphelins et on n'a fait qu'aider des gens qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et si c'était à refaire, je le referais aujourd'hui. C'est une phrase que j'ai toujours entendue de sa part. Elle disait aussi, « Est-ce que tu crois vraiment que nous aurions tous été acquittés à Nuremberg et que les Américains auraient dit que nous étions un modèle d'institution sociale si ce n'était pas le cas ?» Elle n'arrêtait pas de le dire. Même les Américains ont dit que le Lebensborn était un modèle. Sans coupable aux yeux de l'histoire, les 22 000 enfants du Lebensborn sont tombés dans l'oubli. Ne reste que la honte qui pousse la plupart d'entre eux à taire leur passé, même 70 ans plus tard. Une chose les relie tous, leurs démons intérieurs. Les questions auxquelles ils n'auront jamais de réponse. C'est avec cette douleur que ces milliers d'enfants doivent vivre, aujourd'hui encore.